Moi, ça marche. Je suis la dirigeante de STEP, alors sur les territoires de Savoie et de Haute-Savoie, en tout cas pour l'instant. STEP, ça veut dire santé au travail des entrepreneurs par la prévention. Et donc, c'est un service qui est spécialement dédié à la santé des entrepreneurs et qui permet bien un service simple et efficace de s'occuper réellement de sa santé quand on est dirigeant d'une entreprise. Voilà. Très bien. Oui, très bien. Pour la suite. Donc, Laetitia Pierre, moi je suis coach professionnel, je suis formatrice premier secours en santé mentale et donc j'accompagne les dirigeants, les équipes à sortir d'une situation. Donc, l'idée c'est de se dire petit caillou dans la chaussure, gros caillou dans la chaussure, problématique. Parlons-en, exposons effectivement cette situation et on va aller travailler sur le comment. Comment est-ce que je vais dépasser cette problématique? Comment est-ce que je vais venir recréer du lien auprès de mes collaborateurs? Comment est-ce que je vais transmettre ma vision pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs? Mes outils, l'intelligence émotionnelle, parce que plus on est connecté à ses émotions, effectivement, meilleur c'est comme des sous-titres, en fait, ça va vous donner tout un tas d'informations. Et le deuxième point de mon activité, c'est effectivement de faire de la prévention en santé mentale par le biais de formations en tant que secouriste, premier secours en santé mentale, également la presse en santé mentale. J'ai une nouvelle, il y a un jeu, un serious game qui est sorti hier, dont j'ai collaboré avec eux sur effectivement comment parler de la santé mentale en collectif, en entreprise. Ok, donc moi je me présente en deux mots. Je suis Bruno Leotti, je suis un ancien consultant en développement international. Donc j'ai beaucoup œuvré dans les 30 dernières années sur l'industrie principalement et les services. Et je me suis reconverti il y a 5 ans donc, sur le métier de sophrologue. Donc aujourd'hui je suis à la fois sophrologue et également praticien en massage en entreprise. Et j'ai créé un concept d'accompagnement du dirigeant, des managers, des salariés autour de ce concept du bien-être au travail, le bien-être étant au service de la performance de l'entreprise. Voilà. Donc, j'accompagne sur la gestion du stress, la gestion des émotions, sur comment améliorer son sommeil. Et je pense que ce sont des éléments qui peuvent vous parler à vous, entrepreneurs. On verra au cours de cette matinée différents points, voilà, différents items que l'on va balayer et qui vous permettront de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la physiologie humaine. OK. Super. Donc, les attentes que l'on a pu voir à travers le Google Form que vous avez bien voulu remplir, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous donner quelques clés sur la façon dont on peut se relaxer, d'identifier des leviers du bien-être pour un dirigeant, de faire la veille également. Donc, certaines personnes voudraient avoir de l'information sur des outils qui existent pour améliorer la santé du dirigeant. Également, améliorer la relation client. Donc là, on est plutôt dans la discussion, dans le savoir-être et le côté émotionnel. Donc ça, ce sont des points qu'on abordera également. Et puis, apprendre sur un sujet qui est d'actualité. Et effectivement, cette année, c'est la grande cause nationale, la santé mentale. Et donc, on va essayer de balayer ces points-là ensemble durant 1h30. Voilà. Donc, comme vous le savez, les dirigeants, depuis la nuit des temps, sont des personnes assez, comment on va dire assez sûres d'elles, assez investies, assez invulnérables, en tout cas vis-à-vis de leurs salariés, qui les voient comme des moteurs dans l'entreprise. Donc, ces personnes-là, en fait, le dirigeant, en règle générale, n'est pas super attentif à lui, à sa santé. Il va privilégier son activité pour faire en sorte qu'elle soit toujours performante. Donc, il est toujours dans cette image de performance et il doit être finalement vu comme quelqu'un d'invulnérable. Il n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, donc aujourd'hui, l'idée, c'est de faire ce constat que la santé, c'est important pour tout le monde. Et on est là aussi pour donner des clés de prise de conscience de la situation.
et vous donner des indications parce que les chiffres ne sont pas forcément formidables hein, pour ce qui est de la santé, mais néanmoins, il existe des opportunités de s'améliorer et on est là, chacun avec nos spécialités, pour vous montrer quelques voies, quelques conseils. Il n'y a rien d'exhaustif. Donc, on viendra à un jeu de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter le cas échéant. Vous pouvez également nous solliciter, vous, depuis Grenoble, depuis le sud du département, à travers le chat. Donc, dans cet état des lieux, qu'est-ce qu'on peut dire? On a utilisé en fait une étude qui est sortie il y a à peu près un an. Cette étude, elle est issue de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur. Et ça a été fait en collaboration avec la BPI. Donc, c'est une étude assez sérieuse qui représente plus de 1500 chefs d'entreprise. Et ces 1500 chefs d'entreprise viennent de différents univers. Donc, on a des chefs d'entreprise de TPE, on a des ETI, on a des chefs d'entreprise masculins, féminins. On a beaucoup voilà, d'acteurs qui ont répondu à cette enquête. Et parmi ces 1500 personnes, 90% ont dit qu'ils étaient en bonne santé. Donc c'est super. Mais quand on gratte un petit peu plus en fonction des questions, on voit que quand même 71% de ces personnes ont des troubles à la fois physiques et des douleurs physiques et également mentales. Ce que l'on peut dire également, c'est que le chef d'entreprise n'est pas quelqu'un qui va beaucoup anticiper les choses du point de vue de sa santé. On parle beaucoup en entreprise de KPIs et de pilotage d'entreprise, mais le dirigeant est une personne qui ne va pas piloter sa personne comme tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'il va aller voir le médecin uniquement quand il y en a besoin. Il n'y a pas de notion de prévention. Donc 63%, c'est quand même assez important pour le souligner. Et on peut dire aussi qu'il y a près d'un tiers de ces personnes qui ont renoncé à des soins. Ils ont renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois, soit par manque de temps, ou soit parce qu'ils ont préféré tout simplement privilégier leur activité professionnelle. Ça dénote un petit peu voilà, le niveau d'énergie que l'on met à sa propre santé. Et si on ne prend pas du temps pour sa santé, il y a peu de chances qu'on se soucie de la santé des autres. 37% rencontrent des difficultés à concilier vie pro, vie perso. Et même, c'est les 3/4 des dirigeants qui disent de leur activité qu'elle est stressante. Okay, donc, c'est même des chiffres significatifs. On peut également dire sur le panel interrogé, il y avait 4% de personnes qui sont atteintes de maladies de longue durée. Voilà, ce qui est faible comme ça, mais qui sur le panel représente quand même pas mal de personnes. Donc, ce qu'il faut conclure pour la prévention, c'est que finalement, on dit qu'on est en bonne santé, mais on constate quand même des troubles, des problèmes de dos, des problèmes de digestion, des choses comme ça. Donc, ces troubles mettent en lumière le fait que le dirigeant, finalement, son capital et santé est quand même assez fragile. Et donc, c'est une faiblesse qu'il va falloir compenser, qu'il va falloir éduquer pour avoir justement une capacité à prendre soin de soi beaucoup plus tôt. On peut noter aussi que les renoncements aux soins sont quand même assez inquiétants parce que les petits bobos d'aujourd'hui peuvent devenir les maladies de demain, hein. Donc, n'oublions pas que certaines maladies peuvent découler de stress. On le verra avec Aurélie tout à l'heure. Donc, c'est vraiment des choses alarmantes dont il faut tenir compte. Voilà. Et c'est toujours cette difficulté à faire coexister deux univers. Prendre soin de soi, c'est aussi
prendre soin de son entreprise. Et ça, c'est un message qu'on voulait aussi marteler ce matin. Parce que justement, au cours de notre vie, on est guidé par nos drivers. Ces drivers viennent de l'éducation. Donc, je propose que Laetitia nous en touche 2 mots sur ces drivers. Alors déjà, petite question, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un driver? Non. Pilote. Qui te guide? Des pilotes. En fait, les drivers, donc c'est issu de l'analyse transactionnelle. Donc effectivement, c'est un courant qui date des années 70. Donc Tavi Keller, qui est fondateur effectivement et qui est inventeur de ces drivers, est intervenu auprès des recrues de la NASA. La NASA, il passait tout un tas de tests pour savoir comment ça allait se passer une fois dans l'espace, gestion sous stress, une fois qu'ils allaient devoir raccorder telle et telle navette spatiale sur les plateformes, et ainsi de suite. Et au bout de tant et tant de semaines, c'était difficile de savoir si effectivement la personne pouvait être retenue et donc monter au bord de ce vaisseau spatial, ou si, ben, voilà, au niveau de son comportement, il y allait avoir des difficultés. Et en fait, lui, il a inventé les drivers, ou en tout cas, il s'est inspiré de l'analyse transactionnelle pour dire, globalement, moi, en une semaine, je peux vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, faire gagner du temps, effectivement, à la NASA. Et il a identifié ces 5 drivers, parce qu'en fait, comme le disait Bruno, finalement, on ne les choisit pas. Alors, on ne va pas être là pour venir vous coller une étiquette. Hein, j'ai un driver, sois fort, fais plaisir, ou ainsi de suite. C'est juste d'être en conscience que ce driver, quand vous êtes sous stress, c'est un petit peu lui qui prend le dessus, qui prend les manettes, en fait, et qui va peut-être vous emmener sur des comportements qui vont être non adaptés en cas de gestion de votre entreprise. Et donc, ça va vous agacer globalement. Alors que si vous êtes en conscience, vous allez pouvoir mettre en place ce que moi j'appelle des antidotes pour pouvoir effectivement contrecarrer ce driver qui vient vous guider. Le premier driver, effectivement, qu'il avait présenté, c'est soit parfait ou parfaite. Il y a une notion de perfectionnisme là. Donc, en fait, on ne s'arrête jamais. On est toujours en train de revisiter, de refaire ce qu'on a déjà fait parce que ce n'est jamais assez. Donc, il y a une forme d'exigence envers soi-même, mais aussi envers les autres. Il y a beaucoup de mal à déléguer. Et donc, il y a cette notion de contrôle qui est finalement un petit peu omniprésente. On peut voir aussi assez rapidement les limites dans ce perfectionnisme et dans cet ultra-contrôle, que ce soit dans un pilotage d'entreprise, au niveau du management ou autre. L'idée, effectivement, quand ce driver prend un petit peu le pas dessus, c'est de se dire, maintenant que j'ai identifié le driver, si je venais à activer cet antidote. Et l'antidote, ce serait effectivement de s'autoriser à faire des erreurs. Parce que c'est aussi quand on fait des erreurs qu'on apprend. Il y a un livre de Charles Pépin que je vous recommande, ça s'appelle Le bénéfice. Non, j'ai un trou. Eh ben, je vous le retrouverai. Je vous le retrouverai. Par rapport à ce droit, ben voilà, je me suis trompée. Par rapport à ce droit à l'erreur, effectivement, ça va être important d'expérimenter, de se tromper pour refaire différemment. Le bénéfice de l'échec. C'était pas très bon. Les vertus de l'échec. Tu l'as. Voilà, merci. Donc, tu vois, Bravo, c'est un bon départ. Ah oui. Ce qui va être aussi intéressant dans notre posture de soit parfait ou soit parfaite, c'est d'apprendre à déléguer. Pourquoi? Parce que potentiellement, vous êtes en mission, en action sur des tâches sur lesquelles vous n'avez pas de plus-value. Et donc, fort à parier, si vous n'êtes pas que solo entrepreneur, que vous allez pouvoir venir solliciter vos équipes ou peut-être sous-traiter. L'autre driver, effectivement, dont on va parler, c'est le fait plaisir. Alors, le fait plaisir, l'idée, c'est de toujours satisfaire tout le monde. Donc, se plier en 4, en 8, en 16, autant de fois qu'on veut, de dire oui, beaucoup. Et quand on dit oui aux autres, souvent, on se dit non à soi. Donc, on renonce à soi, ce qui peut venir générer, effectivement, une espèce de frustration, voire une colère interne. On commence à voir un petit peu les limites aussi de ce driver-là. Le fait de répondre vite. Alors, je ne sais pas qui, ici, a le syndrome de la boîte mail vide. Ça va? Vous voulez en parler? Non, c'est bon. Oui, tu l'as. Voilà. Potentiellement, ce sont des indicateurs. Je les ai tous. Hein, alors, à part le dernier, la dépêche-toi. On en a tous un petit peu. L'idée, c'est de se dire le prépondérant, celui qui vient un peu nous casser les pieds quand on veut essayer de faire les choses correctement. Et ben, on va essayer effectivement de le ralentir, de le freiner et de mettre effectivement de la conscience là-dessus.
Donc, je vous le disais, se faire plaisir, je me plie en quatre, je suis toujours disponible pour les autres, sauf qu'en fait, dans l'équation, je m'oublie. Et donc, comme je m'oublie, ben, je génère de la frustration. Si je suis frustrée, voire stressée, on verra après la suite, les conséquences que ça peut avoir aussi sur vous. L'invitation, encore une fois, ce ne sont que des invitations, pas des injonctions, c'est de vivre selon vos propres valeurs, vos propres besoins. C'est-à-dire, par rapport à une demande, est-ce que c'est OK pour moi d'y aller, là, tout de suite, maintenant, ou est-ce que je peux répondre à mon client, à mon prestataire, ou peu importe, écoute, là, aujourd'hui, c'est pas possible, par contre, prévoyons un rendez-vous demain, par exemple, ou après-demain. L'autre driver, le fait des efforts. Donc, le fait des efforts, c'est important de montrer effectivement que c'est dur, qu'on galère dans la vie. Et en fait, ce fait des efforts, on veut toujours faire de son mieux. Mais en fait, il y a cette notion d'éternel insatisfait, en fait, derrière le fait des efforts. Donc, l'invitation, ça va être d'atteindre ses propres buts, de se mettre peut-être des steps d'un objectif très, très gros, de le découper en sous-objectifs ou en sous-tâches. Le quatrième driver, soit fort. Alors là, le soit fort, il n'a pas besoin des autres. Et puis, il n'est pas forcément très, très connecté à ses émotions. C'est-à-dire que les choses vont passer de manière assez automatique, robotique. Mais ce qui va aussi générer cette automatique, un problème peut-être de relation, peut-être d'échange, peut-être de compréhension de l'autre, parce qu'on ne va pas se mettre en relecture de ce qui est en train de se passer pour l'autre. Donc, l'invitation, c'est un peu, ça c'est un peu mon dada, mais c'est de se permettre de ressentir ses émotions. Alors, toutes les émotions ne sont pas agréables à vivre. On verra, mais l'invitation, c'est de se dire, elles sont là pour me dire quelque chose. Donc, si elles viennent me dire quelque chose, c'est que j'ai un besoin qui n'est peut-être pas assouvi. Et enfin, le dernier driver, c'est dépêche-toi. Alors, allez, vite, 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 dépêche-toi, il faut anticiper. On a toujours 2, 3, 4, 5 coups d'avance. On a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z. Mais en fait, vous êtes en train de vous parasiter avec des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Donc, effectivement, prendre son temps, il fait de poser, calculer le risque-bénéfice, mais une chose après l'autre, et après, effectivement, s'affranchir petit à petit de ces drivers. En tout cas, encore une fois, ce ne sont que des invitations. Donc effectivement, Laetitia vient de le dire, il y a beaucoup de drivers qui se mettent en place un peu malgré nous. Et c'est souvent qu'on entend chez un dirigeant, écoutez, moi, je ne peux pas me permettre d'être malade. Je n'ai pas le droit d'être malade. D'accord, hein, comme si on pouvait s'abstraire finalement de ce qui touche le commun des mortels quand on est chef d'entreprise. Donc, beaucoup de ces injonctions, en fait, conduisent à développer du stress. Et le chef d'entreprise est vraiment quelqu'un qui va vivre dans un monde d'incertitudes. Des incertitudes, il a à gérer son entreprise, mais derrière, il y a tout l'écosystème. Il y a l'écosystème économique. Est-ce qu'il peut faire quelque chose par rapport à ça? La réponse est non, il l'a subi. Il subit les tensions politiques, géopolitiques. Il a des contraintes écologiques, des contraintes sanitaires, des contraintes sociologiques. Bref, beaucoup de choses qu'il ne va pas maîtriser et qui pourtant vont l'impacter lui directement. Il doit s'assurer du développement de son entreprise, développer du chiffre d'affaires, payer ses collaborateurs. Donc ça, c'est un stress du quotidien. Et quand on est petite entreprise, voire très petite entreprise, on n'a pas une infrastructure et donc le chef d'entreprise, lui, il est sur tous les fronts. Il est sur le front du recrutement, il est sur le front de la comptabilité, de la production. Il a un ensemble de choses voilà, qui lui tombent dessus. Et finalement, il est quand même dans une posture où il va être un peu seul à gérer. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Je crois qu'on a été déconnecté. Donc c'est bon. Non, c'est bon. Donc, je vais vous parler justement du stress, qui est plutôt ma spécialité. Qu'est-ce que c'est que le stress? Est-ce que vous savez un petit peu d'où ça vient, le stress? Le stress a été mis en exergue par une personne qui s'appelle Hans Selye dans les années 30, 1930, en 1936.
il a été le premier à développer ce concept de syndrome général d'adaptation. Donc, le syndrome général d'adaptation, finalement, c'est un élément extérieur qui vient nous perturber et on va se mettre, il va y avoir toute une chimie dans le corps qui va s'opérer pour pouvoir se mobiliser et pour pouvoir éviter le problème ou en tout cas le régler. Donc, il y a 3 phases dans ce syndrome général d'adaptation. Vous avez généralement un agent stresseur. Donc là, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris quelque chose de significatif. Vous avez un mammouth qui vous poursuit. Donc, tout de suite, une alarme qui va se déclencher. L'alarme, c'est une certaine exposition, c'est quelques millisecondes. C'est quand vous êtes dans la rue et que vous voulez traverser et qu'il y a plein de circulation et que vous voyez quelqu'un qui traverse et une voiture qui arrive brusquement, ouf, on va tout de suite retirer le pied. Donc ça, c'est un réflexe quasi reptilien. Hein. Donc on préserve sa vie. Hein. Donc le coup de stress, c'est finalement voilà, quelque chose qui va nous tomber dessus. Il va falloir résister. Donc la deuxième phase, c'est une phase de résistance où on va mobiliser en interne toutes ses forces. On va aller jusqu'à régler le problème. Si on ne le règle pas, ben on peut aller jusqu'à s'épuiser devant ce problème. Et là, on a des conséquences ensuite sur l'organisme. Il n'arrive plus à s'adapter, donc il va se dérégler et il peut s'effondrer. Donc les réactions face au stress, elles sont de 3 ordres et c'est toujours dans cet ordre-là. Vous avez l'agent stresseur qui va faire que notre homme de Cro-Magnon, il va fuir par rapport au danger immédiat. Ça, c'est le premier réflexe. S'il ne peut pas faire autrement et s'il a mesuré ses forces par rapport à qui il avait en face de lui, il va combattre. Il va combattre ou voir s'il voit vraiment qu'il est incapable de pouvoir rivaliser, il va y avoir un phénomène d'inhibition qui va s'opérer et où il va se figer. Et là, vous avez des petits animaux, hein, les petits muots dans les champs, qui parfois font le mort quand ils voient un prédateur tourner autour d'eux. Donc, ils ont la capacité, au niveau biologique, de baisser leur rythme cardiaque et de simuler la mort. Et on a perdu sa barbe. Et il a perdu sa barbe. Tu vois, il aurait C'est pas l'animation, c'est l'épilation. c'est l'alopécie, c'est le choc émotionnel. Terrible, il en a perdu sa barbe. Bien vu. Bon. Je fais cette erreur, tu sais. Donc là, je vous explique ce qui se passe quand on a une période de stress aigu. Hein. Donc une période de stress aigu, c'est quelque chose qui est délimité dans le temps, qui peut être plus ou moins long, mais en tout cas qui doit retomber à un moment donné. Vous avez la phase de préparation où notre fameux homme de Cro-Magnon voit le danger arriver vers lui. Donc, il va préparer au niveau chimie interne à faire des changements dans son comportement pour passer à l'action. Donc, la deuxième action, c'est de passer à l'action et donc de fuir jusqu'à ce qu'il soit à l'abri de tout. Donc, il trouve un bosquet, une caverne, peu importe. Et là, il va pouvoir faire retomber un peu la pression et donc récupérer. Donc, c'est une phase de désamorçage où on revient à un rythme normal parce que le corps est ainsi fait. Il y a un phénomène qui s'appelle l'homéostasie, qui est un phénomène d'équilibre. Et donc, le corps a besoin de retrouver un équilibre. L'homéostasie, oui. Donc, qui parmi vous dans la salle pense qu'il y a du bon stress et du mauvais stress? Bon stress, mauvais stress? Ok. Alors, vous avez à peu près tout faux. Je ne sais pas si du côté de Grenoble. Je suis bien. Bon stress, c'est l'adrénaline. Ouais. En fait, le stress, le fonctionnement, je vais y revenir, mais il n'y a pas de bon stress ou de mauvais stress, il n'y a que le stress. Le stress, c'est ce qui existe depuis que le monde est monde, c'est quelque chose qui justement fait qu'on est encore en vie. Donc on pourrait dire que le stress est bon. Il a un côté salvateur parce qu'il faut se mettre en action pour préserver sa vie, sa santé. OK? Mais paradoxalement, c'est quand il y a
excès de stress que ça devient délétère. Donc, il est fonctionnel. On a tous connu dans notre vie, et qui plus est en tant qu'entrepreneur, quand on fait quelque chose où on se sent motivé par une tâche, on a des échéances, on a des dates, on a des choses à remplir à temps, on est sur des dossiers, et là, on va se mettre dans un état de flow où on ne va pas voir le temps passer, on va faire en sorte d'assurer, parce que voilà, il le faut, mais c'est quelque chose de ponctuel. Par contre, quand le stress devient subi, devient dysfonctionnel, là, il va y avoir une sorte de brouillard mental, de confusion. Je vous ramène un petit exercice qui est l'exercice, je ne sais pas si vous connaissez le cerveau dans la main. C'est en fait, vous avez trois couches dans votre cerveau. Vous avez le cerveau reptilien, le cerveau émotionnel, et vous avez également ce qu'on appelle le cortex cérébral, donc toute la matière grise, tout ce qui est intelligence. Et quand on est en période de stress, ben en fait, on ne va pas se dire, oh tiens, il y a une voiture qui me fonce dedans, qu'est-ce que je fais? On ne va pas réfléchir, hein. Donc c'est le côté émotionnel qui prend le dessus. Et donc la rapidité d'exécution va être beaucoup plus forte. Et donc, on va être sur l'émotionnel. Mais du coup, on va être décorrélé de l'intelligence. D'accord? Donc, quand vous êtes en état de stress, potentiellement, ben, vous n'avez pas Connexion. toutes les connexions qui se font correctement. D'accord? Donc, quand on n'a pas toutes les connexions, ben, il y a peu de chances qu'on prenne des décisions adaptées, des décisions intelligentes. OK? Donc, quand on est stressé, ben, on s'énerve, on devient irascible, on a l'impression de perdre du temps, on perd son énergie et on a surtout des réactions émotionnelles très fortes. Là, je vous montre un petit peu dans ce petit dessin, finalement, qu'est-ce que peut être une montée en stress si elle n'est pas si la phase de désamorçage et de récupération n'est pas assez bonne. Donc là, vous voyez en pointillé ce qu'est une phase de stress aigu. Donc ça retombe, on revient au même niveau qu'avant. Par contre, vous vous imaginez que voilà, vous êtes père et mère de famille, vous avez des enfants, à 3 heures du matin, le petit dernier, il a une fièvre terrible, il hurle, donc il vous réveille en tremble. Là, c'est le premier shoot de stress. OK, qu'est-ce qui se passe? Je vais le voir. Il a de la fièvre, elle passe de 39 à 40. C'est beaucoup d'émotions qui vous passent derrière la tête. Qu'est-ce que je fais? Vous lui donnez du Doliprane, la température baisse un peu, vous vous dites c'est bien, c'est bon, je peux me recoucher. Vous vous recouchez, hop, nombre de bol le matin. Non, votre réveil, vous ne l'entendez pas. Vous aviez une réunion urgente à 9 heures au bureau. Qu'est-ce qui se passe? Il est 7 heures et vous avez 40 bornes à faire pour aller voir votre client. Et finalement, ben là, deuxième shoot de stress, vous êtes en retard, vous vous dépêchez, vous prenez la voiture, vous foncez, vous roulez plus vite que de raison, vous prenez l'autoroute, vous manquez de louper la sortie, hop, vous faites un petit embardé. Donc, troisième coup de stress. Quatrième coup de stress, vous avez tous les automobilistes qui vous suivaient, qui vous klaxonnent parce que vous n'avez pas été super prudent. Donc là, vous reprenez encore un shoot de stress, des gens qui vous invectivent, et puis vous arrivez en clientèle. Vous arrivez en clientèle un petit peu transpirant, un petit peu déconfit. Et là, vous avez votre client qui vous dit, non mais votre devis, là, c'est n'importe quoi. La dernière fois, vous m'avez fait une livraison, vous avez mis 15 jours. Moi, vous m'avez pénalisé au niveau de ma prod. C'est inadmissible. Et là, vous reprenez un shoot de stress. D'accord? Donc là, c'est l'accumulation du stress sans cette période de récupération qui est hyper importante. Et bien là, vous allez franchir progressivement ce qu'on appelle la LCA, la limite de capacité d'adaptation. Et dans la vie normale, alors bien sûr, il y a le timing n'est pas le même, hein, le temps peut être plus ou moins long selon les personnes, mais vous pouvez aller jusqu'au burn-out par justement cet excès de cortisol que vous développez dans votre sang. Et alors là, je ne vous raconte même pas, vous rentrez le soir, vous racontez l'histoire à votre conjoint, à votre conjointe, vous êtes parti pour
de nouveau restressé. Le cerveau ne fait pas de différence entre le vécu et ce qui se remémore, une situation passée ou une situation qu'il invente. À chaque fois, le fonctionnement repart de plus belle. Donc, 5 minutes de colère, c'est 5 heures pour s'évacuer du corps, au niveau du cortisol que vous produisez. Donc, vous le faites le matin, mais imaginez le soir, le risque d'endormissement qui est atténué, donc une fatigue qui se déploie, etc., etc. Donc, les manifestations du stress, c'est quoi? On parlait de douleur tout à l'heure. Finalement, on va ressentir beaucoup plus de douleurs, des douleurs erratiques. J'ai mal, ça disparaît. C'est des douleurs qui fluctuent et qui ne sont pas. Ça va être là ou pas. Voilà, qui viennent sans savoir pourquoi ni comment. Vous avez des tensions musculaires, principalement dans le haut du dos, au niveau des lombaires, au niveau également des cervicales. Donc, toutes ces tensions, vous avez des troubles digestifs. Dans le comportement, on a. C'est quoi, C'est dans 2 secondes qui me reste. Ah, non. C'est vrai, le stress, vous gérez. Ah non, non, t'es mis dans situation. Voilà. Émotion alors? Bah, non, de je sais stress pas. depuis ce matin. Des comptes de l'économie. Continue. Peut-être là-dessus. Si tu appuies sur les connecteurs. 2 minutes de stress. Décompte maintenant, voulez-vous continuer le décompte? Pas dans cette session. Voilà. C'est ça. Ah, ouais, oui, c'est ça. Non, mais franchement, c'était exprès. Voilà. Donc ça, c'est ton stress. Vous êtes toujours là, Pic de stress aigu, tout va bien, on est revenu à la normale. Dans les comportements, on voit beaucoup d'agitation, d'irritabilité, d'agressivité et l'angoisse qui grandit, l'anxiété qui grandit. À terme, c'est beaucoup de risques que l'on prend pour l'organisme, des risques cardiovasculaires, des risques de dépression, des troubles de la mémoire, troubles de la concentration. Donc, c'est surtout ceux-ci qui apparaissent à très court terme. Et donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que un stress récurrent peut amener des maladies, du diabète, de l'hypertension. Je sais pas si tu veux rajouter un mot Ouais, ça là-dessus. peut même ajouter, vous savez, toutes les petites maladies que vous attrapez parfois plus facilement en disant je suis fatiguée en ce moment, j'attrape un petit peu tout ce qui passe. C'est aussi parce que le cortisol, quand il est élevé, il inhibe la réponse immunitaire. C'est aussi simple que ça. Et du coup, si votre système immunitaire fonctionne moins bien, pour le coup que vous soyez carencé aussi en d'autres petites choses, et ben forcément, vous allez dire oui, je suis tout le temps malade, c'est bizarre en fait. Voilà, donc là, c'est un petit schéma qui vous parle de la réponse de stress. Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme quand on est stressé? Donc, il y a 2 réponses de l'organisme. Première réponse est une réponse endocrinienne, donc de l'ordre de la production d'hormones. Donc, les reins enfin les surrénales, c'est ce qui est juste au-dessus du rein, va produire à la fois de la noradrénaline et de l'adrénaline, qui sont 2 hormones importantes. L'une va être un vasoconstricteur, donc il va resserrer les vaisseaux, et l'autre va être un accélérateur du rythme cardiaque. Donc l'adrénaline, le shoot d'adrénaline, c'est ça. Vos surrénales produisent ces 2 précurseurs au cortisol. Et donc, on va comme ça développer de l'énergie pour se sortir de la situation très vite. Si la situation perdure un peu, et bien là, c'est le cortisol qui est produit, qui va demander au foie de produire du glycogène, qui est le carburant pour se mettre en action. Donc ça, c'est le côté réponse endocrinienne. Et on a une réponse neurovégétative. C'est pas un gros mot. Neurovégétative, ça veut dire du système nerveux, hein, tout simplement. Et dans notre système nerveux, on a ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, fonctionne sans que vous ayez besoin d'interagir sur lui. C'est-à-dire que vous allez, vous pensez pas à respirer, vous respirez automatiquement. Vous pensez pas à transpirer, vous transpirez sans que vous ayez un contrôle, quoi que ce soit. Votre cœur, il bat tout seul. Et le rythme s'adapte. C'est précisément avec ce système
nerveux autonome qui est divisé en deux branches. Et là, vous avez le système parasympathique et le système sympathique. Le système parasympathique partait du principe que c'est le frein. Le système sympathique, c'est l'accélérateur. Et qu'est-ce qui fait que la bonne santé? C'est d'avoir un système parasympathique qui fonctionne bien. Et donc, c'est l'état le plus normal. Par contre, quand on a une période de stress, ce qui va se passer au niveau du système nerveux, c'est qu'on va avoir les yeux qui vont se dilater, donc d'être beaucoup plus aware, d'être beaucoup plus en réaction de ce qui se passe dans l'environnement. D'accord? Donc, on va aussi avoir une production de salive qui va baisser. Hein, donc, c'est ce qui se passe quand on parle beaucoup et quand on intervient en public. Et ben, on a des fois la gorge sèche. C'est exactement ce qui se passe. La salive, on en produit beaucoup moins. Ouais, ok. C'est vrai. Je l'avais pas celle-ci. Donc, les poumons vont réclamer beaucoup plus d'air. Hein, donc, il va y avoir une accélération des poumons. Les bronches vont se dilater. Le cœur va s'accélérer. Évidemment, ce n'est pas le moment de digérer votre repas quand vous avez un danger. Donc, le système de l'estomac et de l'intestin vont se mettre en sommeil de même que la vessie va se dilater pour être dans l'action. Voilà ce qui se passe quand vous avez du stress au niveau de l'organisme. Ah, ça c'était moi. Ouais. Donc là, on reprend les trois phases de notre syndrome général d'adaptation Oui, et ce qui se passe au niveau hormonal. oui, c'est la diapo qui fait peur. Alors, vous la trouvez sur le site qui s'appelle Effervescience et du coup, je la trouve intéressante. L'objectif, c'est effectivement, comme le disait Bruno, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas bon stress, mauvais stress. Il y a avant tout stress aigu et stress chronique. En fait, la question, c'est est-ce que ça dure ou pas? C'est surtout ça. Je ne l'ai pas dit au début, moi je suis infirmière et du coup je représente aujourd'hui tous les professionnels de santé partenaires avec lesquels je travaille, donc les médecins généralistes, les cardiologues, les angiologues, mais aussi les psychologues cliniciens et les psychologues du travail qui finalement vivent tout ça au quotidien. L'objectif, c'est pas d'aller de loin dans le détail biologique de ce qui se passe quand vous êtes sous stress. C'est simplement de vous expliquer que ce n'est pas qu'une réaction comportementale, que ce n'est pas juste j'ai le contrôle ou j'ai pas le contrôle. C'est aussi toute une réponse biologique dans votre corps. Et donc, par exemple, donc ça, c'était la première phase que montrait Bruno tout à l'heure, la phase d'alarme. Et effectivement, là, il va y avoir le shoot d'adrénaline. Mais après, vous voyez aussi qu'en parallèle, le corps, il va libérer dopamine, sérotonine, pour que vous puissiez vous sentir bien. Et comme après le stress devient chronique, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup aujourd'hui qui puissent dire qu'ils ne sont pas en résistance, notamment chez les entrepreneurs, les dirigeants. Le stress, il est quand même sous-jacent, il est quand même tout le temps là. Donc en fait, la plupart des personnes, à mon sens, sont là. Voilà. Sauf que ce qu'il faut bien voir, c'est que cet état-là, il ne peut pas être durable, puisqu'en fait, il va piocher dans les réserves, à la fois de magnésium et d'autres choses aussi, justement pour fabriquer dopamine, sérotonine, faire tenir le cortisol. Et là où ça pose problème, c'est quand on arrive dans l'épuisement, c'est-à-dire que, oui. Est-ce que tu peux expliquer le cortisol, s'il te plaît? Parce que on n'a jamais parlé, je suis désolée, je t'ai interrompu. En fait, le cortisol, c'est globalement ce qu'on va appeler l'hormone du stress. Voilà, c'est ce qui justement met tout le corps en alerte. Et en fait, quand on est sous stress, on en sécrète. Concrètement, le cortisol, c'est ce qui vous fait vous lever le matin. Voilà. Alors, c'est aussi un anti-inflammatoire puissant. Ouais. D'accord, mais à forte dose, il va plutôt avoir tendance à cramer, brûler tous les neurotransmetteurs, toutes les hormones qui participent au bon fonctionnement du corps humain. Voilà. Pour faire simple et schématiquement, dans une journée, normalement, au réveil, le taux est très bas. Il doit beaucoup monter dans les 30 minutes qui suivent pour donner le coup de boost de la journée. Il est assez haut vers midi et après, il redescend tout le reste de la journée. Et le soir, il doit être bas pour vous permettre de vous endormir. Donc, ça entraîne aussi différents troubles du sommeil si il ne redescend pas le soir.
Voilà. Toujours est-il que les réserves sont pas infinies, hein. Dopamine, sérotonine, magnésium, cortisol, c'est pas des réserves infinies. Et le risque, il est surtout qu'un jour, ça s'écroule d'un coup. Et ça, je pense que peut-être que c'est arrivé à certains d'entre vous, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Et de dire un jour je me suis effondrée ou du jour au lendemain je n'ai pas pu me lever. En fait, c'est un processus qui prend des mois, voire des années. Et en fait, maintenant, nous, on est assez capable de pouvoir dire où vous en êtes. Voilà, donc c'est tout l'intérêt d'agir en prévention et de ne pas l'attendre, ce burn-out, mais de l'éviter. Voilà. J'ai une question. Parce que, Oui. c'est vrai qu'on parle depuis quelques années de burn-out. Oui. Quand il y avait la guerre, comment on faisait? Parce que je pense que sous stress, c'était tout le temps, et des années et des années. Pourquoi là, on n'en a jamais parlé, ça n'a jamais existé? Je ne comprends pas. Alors, je pense que c'est des mécanismes différents. C'est-à-dire qu'on est quand même actuellement, nous, sursollicités au quotidien, les informations, les médias, la boîte mail. En fait, ça ne s'arrête jamais. Et on a beau dire la guerre, pour le coup, moi, j'en avais par exemple discuté avec mes grands-parents, ils n'avaient pas des infos tout le temps en continu. Il y avait aussi des moments plus posés. C'était différent, malgré tout. L'information qui existait quand même un peu. Ils n'étaient pas tout le temps harcelés par Oui. sauf par des missiles, mais par. Oui, ça c'est différent. Après, dans les périodes de guerre, le stress il est réel et le stress post-traumatique aussi, hein, on peut pas le nier. La science évolue aussi, donc. Oui, mais c'est pas un burn-out, c'est pas ça, quoi. Il y avait cette notion aussi d'instinct de survie. Aujourd'hui, on est comme si on était tout le temps en instinct de survie, alors qu'en fait, on Oui, mais eux, ils le sont pendant des années. Et finalement, ça n'existait pas, quoi. Enfin, C'est pas que ça n'existait pas, c'était pas aussi défini ou disponible. ça se trouve, Ouais. moi, En fait, Par exemple, là, les Ukrainiens, ils vont quand même travailler. Il y a quand même les enfants à l'école, donc ils ont un semblant de vie normal, même si soit ils sont occupés par les Russes, soit ils sont en guerre sur le front. Mais c'est pas, il y a plein de villes où ils sont dans une vie finalement normale. oui, ils ne sont pas bombardés toute la journée. C'est ça, exactement. Donc, Il y a quand même un état de stress. Parce que il y a un la état de guerre, stress, mais- c'est pas la guerre des années Aussi. 40. Ouais, entre 1945 et 45, la guerre en France, elle a duré 2 mois. En 2 mois, les Allemands, ils ont pris Paris, terminé, c'était fini. Oui, mais il y a On a coupé un l'occupation, peu, on peut et pas puis dire maintenant, que il y avait plus de missiles, il y avait pas. C'est énorme. Enfin, le post-traumatique, une guerre, le post-traumatique est important. En revanche, on n'est pas compte, ou bien à l'armée, tous ceux qui étaient à l'armée, les gens qui sont engagés à l'armée, ils ont compris l'armée un peu tard qu'il y avait du post-traumatique et qu'il fallait le gérer. mais c'est du post-traumatique, c'est pas du burn-out. Non, mais je pense que le burn-out, il y a aussi une question, effectivement, je pense, de société, de vie. On ne vit pas de la même manière. Et avant, il y avait une connexion avec la terre fascinante. Moi, je ne vais pas. Mais il y avait une connexion avec la famille, on vivait plus lentement. Oui, Il y avait une connexion physique qu'on n'a plus maintenant. Maintenant, c'est la cabine qui travaille Et plus que aujourd'hui, le. arriver à vivre plus lentement dans notre société, c'est pas facile en fait. Il faut se donner les moyens de se dire, là, je pose, Exactement. je fais un break, je me pose et j'enlève tout ce qui, voilà. Et ce qui est difficile en fait aujourd'hui. Alors qu'avant, facilement, on pouvait aller dehors, dans son jardin, du moins, c'était pas la même chose. En fait, ce qui épuise le plus, c'est cette sursollicitation Voilà. qui est totalement permanente, souhaitée ou non, et l'influence du mode de vie, hein. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais les carences, surtout liées à l'alimentation actuelle, qui, honnêtement, il y a 50 ou 60 ans, la question était bien différente. Ok. Et non, on ne peut pas nier le stress lié aux événements de guerre, hein. Ça, c'est... Ouais, je sais pas, moi je trouvais qu'on s'en sortait finalement mieux à cette période-là que nous, maintenant, c'est un peu. Ouais, mais est-ce qu'on réfléchissait pas un peu moins? Voilà. Il Il n'y avait Il n'y a pas le choix. Ouais. Et sur là aussi, on a pas. Je pense que beaucoup de souffrance était tue. Voilà, bien sûr. On ne s'autorisait pas à dire. Et puis la recherche a fait des progrès aussi. Et, on est en perpétuel. Les drivers, ils De étaient, connaissances sur. les drivers étaient plus puissants, je pense, en apparence, soit parfait, Ça veut dire et que tout. quelque part, on On est ne réfléchissait faible. pas à faire autre chose. Hein. Puis il n'y avait pas le C'est choix. considéré comme une notion de faiblesse, en fait, le fait d'être plus Tout à fait. connecté à ses émotions.
C'est peut-être qu'effectivement, le fait d'être moins dans l'injonction, mais plus de connecter à son besoin, les besoins sont différents. Effectivement, les besoins changent. Et l'environnement aussi a changé. Donc, effectivement, il y a d'autres choses, d'autres troubles qui apparaissent. Est-ce que les besoins étaient moins nombreux à l'époque ou plus catégoriques, enfin, plus simples, Potentiellement. élémentaires? Maintenant, il y a plein de besoins qui sont arrivés. Tu devais entre guillemets, galérer pour manger, tu devais galérer pour avoir un toit, tu devais galérer pour nourrir tes enfants et tout. En fait, c'est ça qui occupait principalement le quotidien. Là, maintenant, on va parler d'éco-anxiété, d'anxiété sociale, parce que justement, cette sursollicitation va venir être trop prégnante, quoi. Ok, je vous propose qu'on garde tout ça pour les questions-réponses tout à l'heure et qu'on avance un petit peu. Donc là, je vais vous inviter à faire un petit exercice que peut-être certains connaissent, certains d'entre vous connaissent. Donc si vous êtes OK, vous prenez un petit peu d'espace et on va faire un exercice qui s'appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un exercice très simple qui est justement là pour vous mettre en cohérence les deux branches du système nerveux autonome, à la fois le sympathique et le parasympathique. Donc l'idée dans cet exercice est d'avoir une respiration qui coordonne le cœur et les poumons. Okay. Donc c'est un exercice très simple avec un moyen mnémotechnique qui parlera à tout le monde, 365, comme 365 jours par an. C'est 3 fois dans la journée, à raison de 6 respirations par minute. 6 respirations par minute, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. OK? Donc, ça vous prend 10 secondes, multiplié par 6. OK, 6 respirations par minute et 5 minutes par jour. Hein, donc, vous pouvez faire ça matin, midi, le soir. C'est un phénomène qui va vous apporter un petit peu d'équilibre et donc de faire redescendre un petit peu justement l'anxiété qu'on peut avoir. Donc de penser régulièrement à faire cet exercice. Donc là, on va le faire sur une petite minute, mais vous allez, voilà, de manière très libre, les bras relâchés. Décroiser les jambes. Décroiser les jambes. Vous pouvez même vous mettre debout si vous êtes plus à l'aise, comme Jean-Jacques. Et là, vous allez prendre une inspiration en comptant jusqu'à 5. Dans votre tête, bien sûr. Et vous expirez. Important d'avoir ces 5 secondes d'expiration. Et voilà, là, vous allez essayer de prendre le temps d'observer ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tout à l'heure? Comment je me situe tout de suite? OK. Donc, en fait, ce système de respiration, vous pouvez arrêter, bien sûr. Gilles ne l'a pas fait, hein. Gilles, il est assis derrière ça. Il dort. Gilles, alors, Il dort du monde. en fait, ce que vous pouvez faire selon votre état du jour, vous pouvez activer votre respiration pour qu'elle soit plus ou moins énergisante ou plus ou moins calmante. Donc, si vous voulez vous dynamiser, vous allez avoir une respiration qui va être une inspiration qui va être profonde, donc sur 6 secondes, et par contre, vous allez souffler brusquement sur 4 secondes. Hein, donc, vous faites toujours 10 secondes en tout, 6 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expire. Et là, vous avez une dynamisation qui s'opère. Si vous voulez, au contraire, ralentir, poser l'avion parce que vous êtes stressé, là, vous allez... Ouais. En ce moment, c'est compliqué. Elle est discutable. Elle est discutable. Ouais, c'est ça, oui. Poser l'avion. J'ai bien dit poser l'avion, pas cracher l'avion. Donc là, vous avez une autre pratique qui permet d'inspirer sur 4 secondes et par contre, expirer sur 6 secondes. Donc, pensez toujours à avoir une expiration plus longue quand vous souhaitez vous calmer. On peut même après développer avec des systèmes poumon plein, poumon vide pour accentuer encore ces situations-là.
mais je ne vais pas rentrer dans le Je détail. me permets juste qu'il y a une application qui fonctionne très Ouais. bien. Il y a Respirolac, je vous ai mis le QR code si vous voulez la flasher. Donc pareil, hein, c'est valable aussi pour les personnes en distanciel. Le petit QR code, c'est Respirolax Plus et c'est justement de la cohérence cardiaque guidée. Vous avez une petite bulle qui monte et qui descend avec Ouais. un système de bruit. Donc vous pouvez même du coup garder les yeux fermés et être complètement connecté à votre respiration et effectivement ressentir les bienfaits. Donc, vous voyez, vous avez un timing avec la petite bulle. Quand la bulle monte, vous inspirez. Quand la bulle descend, vous expirez. Donc ça, c'est un moyen mnémotechnique très facile. Vous vous mettez devant votre application et vous allez, plutôt que des fois réfléchir, qu'est-ce que je fais, combien de temps j'inspire. Là, vous avez directement le visuel. Et là, C'est moi. c'est à toi. Je prends la suite parce qu'on l'a vu effectivement au vu de tout ce qu'on a dit, que ce soit le stress, que ce soit tout ce qui est résultat biologique, il y a un impact sur la santé physique, mais pas que. Là, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on échange autour de la santé mentale du dirigeant, qui est souvent bien pleine. Alors, est-ce qu'elle ressemble un peu plus à cette pelote ou est-ce qu'elle est plutôt dénouée? On va voir effectivement. Pour en entrer en matière, je vous ai partagé la définition de l'OMS. Donc, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès, de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. C'est donc, vous le comprendrez, une composante qui va être essentielle dans la santé. On parlait d'homéostasie, effectivement, c'est un équilibre dynamique avec les différentes sphères de la vie. Donc, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et puis, la santé mentale, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'on ne peut pas toujours être en très, très bonne santé mentale. On va fluctuer en fonction de tout un tas d'éléments. Ça peut être, qu'est-ce qui pourrait venir modifier la santé mentale? Le stress. Le stress, donc la partie biologique, l'environnement aussi, quoi d'autre? Qu'est-ce qui viendrait vous impacter? Les maladies, la situation économique. On parlait de guerre, la géopolitique aussi, ça vient impacter, quoi d'autre? L'économie, Économique. Quelqu'un qui les chutes des cours boursiers, aussi, voir la précarité. l'anxiété, La chute des cours boursiers, voir la précarité, la fermeture de l'entreprise. le décès de Donald Trump. On ne va pas rentrer dans la polémique, mon décès, la perte d'un proche. Effectivement, on voit bien que tout au long de la vie, on est un peu catapulté par tout un tas d'événements, de facteurs qui viennent jouer aussi au niveau de cette santé mentale. Il y a des facteurs. Il peut y avoir. Je voudrais intervenir, je suis en visio. Il y a aussi des facteurs internes. C'est-à-dire que Oui. là, on parle beaucoup de facteurs externes, mais il y a sa propre histoire, son propre passé, sa propre personnalité. Il y a des gens plus sensibles aux émotions que d'autres. Et on n'a pas tous les mêmes moteurs internes. On va parler des drivers tout à l'heure, mais voilà. Je pense que ça, faut pas. Voilà, je voulais juste souligner ça. Très bien, bravo. Merci. Effectivement, la biologie va avoir un impact aussi, hein. Homme-femme, on n'est pas composé de la même manière. Il va y avoir aussi les cycles qui vont venir impacter. Virginie le disait très justement, peut-être un événement traumatique. On parlait de la guerre, mais pas que, hein. Tout ce qui va être harcèlement, maltraitance et autres vont aussi venir impacter notre santé mentale. Donc, en fait, la santé mentale, et puis le climat. Je ne sais pas, vous, en novembre, comment vous êtes? Moi, je suis pas de ma forme, hein. Le gris, le froid, les impôts. Première raquette, c'était bien. Voilà. Il faut qu'on prenne rendez-vous. Oh, c'est pas grave. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire que la santé mentale, c'est un continuum entre être en très bonne santé mentale et avoir une santé mentale un peu fragilisée. Et là où, effectivement, on va commencer à pointer du doigt, c'est quand cette santé mentale qui va être fragilisée, en fait, ça va durer dans le temps. Quand il va y avoir un impact dans votre quotidien ou encore quand vous n'allez plus réussir à faire les choses comme vous aviez l'habitude de le faire. Ça, c'est des indicateurs forts que votre santé mentale est en décroissance. Et du coup, je vous renvoie à toutes les courbes de stress qu'on vous envoyait juste avant, potentiellement des troubles comme la dépression, le burn-out, des troubles anxieux qui sont en train de s'installer pour vous. Quelques chiffres, encore une fois, pour étayer un petit peu cette notion. Les maladies mentales et les troubles psychiques, ça touche entre 20 et 25% de la population. Donc, c'est 13 millions de Français, selon les données de l'OMS. Les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes au monde. C'est un quart des Français qui vont consommer des anxiolytiques, des somnifères, des antidépresseurs. La santé mentale, alors ça, pensez-y en tant que dirigeant, mais aussi en tant qu'employeur,
c'est la première cause d'arrêt maladie longue durée. Un burn-out, donc qui va être synonyme d'un arrêt, je crois que c'était Aurélie qui le disait, le retour post-burn-out peut durer des mois, voire des années. La moyenne, c'est entre 15 et 18 mois, la convalescence totale d'un burn. Et donc, on estime le coût d'un burn-out pour une entreprise à plus de 12 500 €, par exemple. C'est 3 millions de Français aujourd'hui qui souffrent de troubles psychiques sévères, donc avec un trouble dépressif caractérisé, des troubles anxieux ou encore des troubles liés à la substance. Parce que on n'arrive pas à se lever, on est fatigué, on va boire du café, on va fumer une clope. Et donc, du coup, en fait, la substance, c'est tout ça, hein. Ça peut être la substance à la fois légale, alcool, café, tabac. Ça peut être aussi des substances illégales et aussi ça peut être des médicaments. Donc, effectivement, la souffrance psychique, pardon, c'est un défi d'ampleur en France. Bruno l'a dit en introduction, le gouvernement a décrété la santé mentale grande cause nationale. Parlons-en. Donc, cette santé mentale du dirigeant, effectivement, elle va être liée à tout un tas de choses, hein, que ce soit votre charge mentale, est-ce que j'ai envoyé ce devis, est-ce que j'ai bien posé le pied à la crèche, où est-ce que j'en suis dans mes résultats, comment ça va se passer, les managements, souvent les dirigeants, leur principale activité, c'est la gestion du personnel, que ce soit dans la partie recrutement, gestion, élaboration d'équipes, et ainsi de suite. La gestion du temps aussi. On dit toujours, j'ai pas le temps, parce que c'est pas une phrase que vous êtes tout le temps en train d'utiliser. J'ai pas le temps. Donc, il va y avoir un impact à la fois de stress chronique sur votre performance, de fait, et un isolement et un tabou autour de la santé mentale. On l'a dit en introduction, on n'a pas le droit, on ne s'autorise pas à ressentir qu'on va être moins bien, effectivement, qu'on est stressé ou tout un tas d'autres choses. J'ai fait un petit focus effectivement sur cette notion d'anxiété en lien direct avec le stress. Tout le monde traverse des moments d'anxiété parce que vous avez des dates butoirs, vous avez des échéances, vous avez des rendez-vous, vous êtes challengé, c'est normal. Sauf que quand effectivement cette anxiété que je vais caractériser de modérée, finalement elle s'installe et elle fait partie de votre quotidien parce que vous n'avez pas ce retour au calme et à cette reconnexion en soi. Ça peut aller jusqu'à ressembler à des attaques de panique. Le trouble anxieux, lui, il va être, encore une fois, je le disais, dans cette caractérisation de la santé mentale, le trouble anxieux il va être plus sévère que de l'anxiété. Il va durer dans le temps et surtout, il va avoir des conséquences à la fois professionnelles et sociales. On voit apparaître ces dernières années l'éco-anxiété. Tout ce qui est en lien avec le climat et avec l'évolution sectaire. Là, en ce moment, il y a le grand rassemblement de tous les comptes pour les océans, par exemple. Comment effectivement prévenir tout ce qui est en train d'arriver au niveau des océans. Ça peut être aussi de l'agoraphobie ou de l'anxiété sociale. C'est-à-dire qu'aller faire ses courses, ça devient compliqué parce qu'on se sent comme finalement oppressé. Pour le coup, alors, c'est des choses que vous avez peut-être pu vivre post-Covid, hein, quand on est resté chez soi, en petit comité, et quand on a repris effectivement cette rencontre à l'autre, parfois ça pouvait être compliqué. J'ai toujours les jetons quand je fais. C'est toujours en avoir dans la voiture. Donc les exemples de troubles, effectivement, en lien avec l'anxiété, il y a cette anxiété généralisée. Donc finalement, c'est quelque chose qui va vous caractériser. Ça peut être l'attaque de panique, et on va voir comment est-ce qu'elle se manifeste. Des TOC, des phobies. Allez voir 4 fois si vous avez bien fermé la porte de l'entrée. Ça ne vous arrivera jamais. Au niveau des troubles anxieux, il y a énormément de signes cliniques, mais pas que. En tout cas, au niveau des signes cliniques, il va y avoir des informations au niveau cardiovasculaire avec une douleur à la poitrine. Il va y avoir aussi une augmentation du rythme cardiaque, un rougissement. Des signes respiratoires avec une respiration courte et rapide. On va commencer à hyperventiler, donc on va être en sous-oxygénation. Il va y avoir des signes neurologiques avec cette sensation de malaise, de vertige, la tête qui tourne, des picotements, des engourdissements, des signes gastro-intestinaux, une gorge serrée, une bouche sèche, des nausées, des vomissements, des diarrhées ou encore des signes musculo-squelettiques, des courbatures, des douleurs, une agitation et des tremblements. Et si je vous donne juste ces caractéristiques, à quoi d'autre ça pourrait vous faire penser? Si je vous dis douleur à la poitrine, étourdissement, sensation de malaise, ça peut faire penser à une crise cardiaque. Donc là aussi, vigilance plus.
par rapport à tout ça. En moindre signe, vous n'avez jamais fait d'attaque de panique, vous ne prenez pas de risque, vous filez aux urgences, vous appelez le 15. Par contre, si vous êtes sujet à l'anxiété, potentiellement, les attaques de panique vont être de plus en plus présentes. Donc, vigilance aussi par rapport à ça. Les autres signes psychologiques, en fait, il va y avoir une peur, une inquiétude non réaliste excessive. C'est comme si on était confronté à sa propre mort. Une excitation, une paralysie de la pensée ou encore des pertes de concentration et mémoire, des difficultés de prendre des décisions, irritabilité, on l'a vu, manque de sommeil, la colère, de la confusion, de la fatigue, un sommeil perturbé. Ça vous arrive aussi des fois de ne pas très bien dormir? Non, je n'ai pas. Jamais. Les changements comportementaux, effectivement, quand cette anxiété elle est installée, le réflexe, ça va être d'éviter la situation. Oh là là, il faut que j'aille faire, je ne sais pas, telle déclaration sur le site. J'aime pas, j'y arrive pas. Et donc, on évite. Et donc, on évite. Et on s'isole. Et en fait, vous allez vous prendre des pénalités. Bienvenue dans ma vie. Le comportement compulsif, voire obsessionnel, ou encore un stress dans les relations sociales. Vous sentez qu'il y a quelque chose de différent. Vous vous sentez différent et vous avez l'impression que les autres aussi sont différents. Les comportements phobiques et bien sûr, et encore une fois, la grosse prévention, l'augmentation de la consommation de substances, drogue, alcool et encore une fois, médicaments. Donc, c'est les interventions qui vont être efficaces en cas de troubles anxieux, ce n'est pas forcément les médicaments. Les premières intentions, ça va être la thérapie. Tout ce qui va être thérapie cognitivo-comportementale, en fait, on va venir reprogrammer, réengrammer le corps pour venir se calmer et apprendre à se calmer. Les médicaments vont être utiles en cas effectivement d'attaque un peu plus sévère. Et puis après, je dirais, on a tous un bon bouquin, une bonne série, un bon podcast qu'on peut partager. Donc tout ce qui va être ressource d'auto-aide, de le partager et puis de se nourrir de ça aussi. La méditation pleine conscience, donc c'est un état, tu parlais de l'état de flow. Effectivement, on est concentré sur sa propre respiration. Et puis on essaye, tant bien que mal, de débrancher ce cerveau qui va vous emmener à le devis que vous n'avez pas envoyé, le mail auquel vous n'avez pas répondu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les courses que vous devez faire le soir, etc. Donc en fait, l'état de méditation permet de laisser passer les pensées et ne pas s'y accrocher, justement. Et la manière de le faire, c'est bien suivre sa respiration et se concentrer uniquement sur ça. Et si vous êtes parti, ce n'est pas grave du moment où vous le faites. Le fait de se former et donc de s'informer, ce que vous êtes en train de faire là, donc bravo, bravo pour ça. Après, il y a d'autres choses, si vous voulez, sur du collectif au niveau de vos entreprises, comme des ateliers de la presse en santé mentale pour pouvoir la déstigmatiser. Au même titre que vous êtes peut-être soumis à avoir des secouristes santé de travail, des SST, au sein de vos entreprises, formez des secouristes en santé mentale. Si vous avez des ressources et des points d'ancrage pour les personnes qui sont en difficulté, potentiellement, c'est des personnes qui ne vont pas être absentes parce qu'elles auront trouvé une écoute. Ou encore, le Serious Game, je vous le disais, dans la tête de Léna qui va arriver cet automne. Et finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en lien avec toute cette anxiété, il y a aussi ces émotions, en fait. Ces émotions qui viennent nous dire quelque chose, qui viennent nous traverser. Alors, il y a des émotions qui sont toujours plus ou moins sympathiques. Là, voilà, sur l'espèce de carrousel, vous diriez que vous êtes sur quelle émotion là en ce moment? Colère, surprise, tristesse, dégoût, joie, peur. Peur. Colère. Vous avez un peu de colère? Ouais. Ok. En fait, l'émotion, c'est une réaction qui va être à la fois psychologique et physique. En général, l'émotion, elle s'exprime à une situation qui va être vécue, intellectualisée. Bruno le disait, le cerveau ne va pas faire la différence entre quelque chose que vous avez vécu sur l'instant ou le souvenir que vous allez venir réactiver. De ce souvenir-là, vous allez globalement ressentir les mêmes choses. C'est fugace, 500 millisecondes. Sauf que, en fait, une émotion qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, ça va se transformer effectivement en sentiment. Ah non, c'est moi qui fais une bêtise. Diaporama, je crois. Je n'ai pas cliqué sur le bon truc. Pardon. Donc, les émotions. On va faire juste le focus sur 4 émotions. La colère. Colère pour Julien, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Oh, c'est ça, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Je me sens pas respectée. Ouais. Ok.
Ça aussi, ça va être important d'aller chercher ce respect alors auprès de la situation de la personne, quand c'est possible. Il y a d'autres outils quand c'est pas possible. On pourra en rediscuter. En tout cas, à un moment donné, ce besoin, il est important pour vous parce que c'est vos valeurs. C'est vous en tant qu'individu, vous avez besoin de ce respect-là. La tristesse, elle vient vous dire quoi? C'est la fin. Souvent, des fois, on se dit, bah, je pleure, je ne sais pas pourquoi. Potentiellement, vous êtes déjà en train, votre corps est déjà en train d'exprimer cette tristesse et vous n'avez pas encore intellectualisé, c'est la fin du feu. La peur, pour Laurent, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Attention, danger. Sauf que cette peur, en fait, on se rend bien compte dans cet environnement ultra connecté qu'on a seulement 8% de nos peurs qui sont réelles. C'est-à-dire il y a 8% de vos peurs, effectivement, où vous avez un enjeu vital derrière cette peur. 92% de vos autres peurs ne sont que projections intellectualisées. La joie, effectivement, alors c'est celle qui est la plus sympa, effectivement, à vivre. Son message, c'est « mes besoins sont satisfaits ». Donc, c'est une super ressource, en fait, pour justement venir redescendre de ce stress, venir vous affranchir de cette anxiété. Plus vous mettrez de la joie dans votre quotidien, mieux ce sera, et plus vos besoins seront satisfaits. Je peux vous faire de 3 kiffs de la journée, par exemple, Ouais, des trop noter bien. le soir. Sympa. Ce que j'ai vécu de bien aujourd'hui, c'était ça, ça et ça. Plutôt que de se dire « ah, tel client m'a pas répondu, là, j'ai pas reçu mon colis ». Donc, l'idée, encore une fois, désamorcer ta peur pour venir identifier d'où vient le mal-être et donc demander réparation. Dépasser la peur. Alors, la peur, c'est l'action. À chaque fois que vous avez peur, faites quelque chose. Peu importe, le plus petit pas possible, mais faites quelque chose. Cette peur, elle viendra finalement faire peau de chagrin par rapport à cette action et la fierté que vous allez en découler. Accueillir sa tristesse, effectivement, c'est que c'est la fin de quelque chose. Donc, il y a ce deuil à faire, quel qu'il soit. Se connecter à la joie va vous permettre de mobiliser vos ressources un maximum, exprimer vos besoins, créer du lien, échanger. Osez demander de l'aide, vous faire accompagner, ça aussi, ce sera important. Lâchez un peu votre driver, soit fort. Vous organiser ou encore vous prioriser. Donc, l'intelligence émotionnelle, qui va découler effectivement de toute cette notion d'émotion, c'est accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais chez l'autre aussi, et d'être en compréhension, donc en connexion et en relation avec l'autre. Ça va être aussi d'être en capacité d'analyser les signes et les impacts de ces émotions. Pourquoi je ne fais que pleurer en ce moment? Qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment? Comprendre leurs origines et encore une fois, décider en toute conscience de votre processus d'adaptation. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir effectivement écouter et dépasser cette émotion. L'outil que moi j'utilise effectivement, c'est l'outil d'intelligence émotionnelle EQI 2.0 de Barron. On va venir travailler à la fois la perception de soi, l'expression émotionnelle, les relations humaines, la prise de décision et la gestion du stress. Et en gros, avec ça, vous avez vos super pouvoirs. Là-dedans, vous avez déjà plein de super pouvoirs. L'idée, c'est d'en prendre conscience et de vous mettre en ordre de marche pour venir un peu booster ce qui serait un peu plus compliqué. Et c'est OK, en fait, de se dire que là, je ne suis pas très forte sur tel domaine, c'est OK. Mais par contre, comme je suis forte sur ça et ça, je sais que je vais pouvoir venir emmener cette compétence émotionnelle vers cette fameuse homéostasie et cet équilibre dont on parlait en début. Comment mettre effectivement l'intelligence émotionnelle au service de votre succès? On est aussi là pour ça. C'est d'être accompagné aussi à définir des objectifs qui vont être précis. Vous avez peut-être tous entendu parler des objectifs SMART. On s'en fout. Moi, je vous propose des objectifs précis qui vont déjà être exprimés positivement, bien sûr, qui vont être réalistes, qui vont être écologiques. Alors, pas tant écologique climat, mais écologique pour vous. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui va me faire du bien? Qui va être cohérent aussi en lien avec vos besoins et vos objectifs de réussite, des indicateurs et spécifiques. Donc, une intelligence émotionnelle développée, ça va vous faire gagner de l'estime de vous, des relations saines, une communication efficace, des décisions rapides, une meilleure tolérance au stress. Donc, on vient à parler du sommeil. Le sommeil, c'est pour moi un pilier de notre vie. Hein. Ce n'est pas pour rien si on vit endormi un tiers de notre vie. C'est quand même pas rien. Hein. Donc, le sommeil, c'est vraiment une chose capitale à préserver parce que d'un mauvais sommeil peut découler beaucoup de choses et beaucoup de maladies potentiellement durables, hein, voire irréversibles.
Donc, le constat qu'on peut faire, c'est qu'au niveau du sommeil, en 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil. 1h30, c'est énorme, c'est l'équivalent d'un wagon du sommeil. Le sommeil est décomposé en cycles. Ces cycles durent 1h30 en moyenne. Et donc, pendant ces cycles, vous avez du sommeil léger, du sommeil profond, du sommeil paradoxal, pendant lesquels votre corps va se régénérer, votre mental va pas faire un reset, mais il va classer les informations, classer les souvenirs de manière à repartir le lendemain d'attaque. Et là, on constate quand même que 1h30 de sommeil en moins, c'est relativement important. Donc la moyenne est autour de 7 heures de sommeil en France. On a des petits dormeurs qui dorment en moyenne 6 heures. D'autres, il va leur falloir 8 heures, voire 9 heures. Le tout, c'est de le savoir et de s'y adapter. Mais quand vous dormez 6 heures par nuit, bah, ça concerne uniquement 5% de la population. Donc, c'est relativement faible. Donc, si beaucoup de chefs d'entreprise ont la notion de dire, ouais, mais de toute façon, moi, il ne faut pas beaucoup d'heures, sachez que si vous n'avez pas votre quota effectif, vous allez être en dette de sommeil. Et la dette de sommeil, elle se paye en gens. Voilà. C'est pas parce que vous allez faire une grasse mat le samedi ou le dimanche matin que vous allez compenser. Au contraire, il faut quand même garder des cycles réguliers d'à peu près le même temps de sommeil pour être parce que rien ne compense le sommeil en fait. Vous pouvez faire des siestes, mais en fait l'être humain est un animal diurne, c'est-à-dire qu'il est fait pour vivre le jour. Comme le disait tout à l'heure Aurélie, vous avez le cortisol qui vous réveille le matin parce qu'on est sur des rythmes circadiens qui durent à peu près 24 heures. Et ces rythmes-là vont jalonner toute votre journée. Donc vous allez avoir votre réveil matinal, mais après, peut-être aux alentours de midi, l'envie de manger. Tout ça, ce sont des indicateurs de votre horloge interne. Et chaque organe a sa propre horloge qui se déclenche quand il y a besoin. Hein, donc, comme le disait également Aurélie tout à l'heure, vous avez un pic de cortisol et donc de forme le matin pour arriver en pente douce à développer de la mélatonine le soir pour vous endormir. Okay, donc, les conséquences de privation de sommeil sont énormes. On parle de... Alors, quand on ne dort pas suffisamment, il y a tout un tas de processus chimiques qui se produisent aussi en vous. Et par exemple, vous allez avoir une propension à devenir obèse, entre guillemets. Alors, ce n'est pas une justification, mais le fait de mal dormir peut augmenter jusqu'à 2,5 fois la capacité de devenir obèse. Elle augmente aussi les problèmes cardiaques. Hein, vous avez 50% de chances de plus d'avoir des problèmes cardiaques, des problèmes d'AVC. Le risque, tu veux dire? De risque, oui. De risque. De risque d'avoir. Voilà. Donc, importance de se créer des routines autour du sommeil et de se faire c'est ça, hein, des routines en pente douce, d'aller progressivement vers le sommeil. Et donc, les conseils qu'on peut donner, c'est par exemple de terminer à minima son repas au moins 2 heures avant d'aller se coucher. De couper tout ce qui est écran, minima 1 heure avant d'aller se coucher. Et la chambre ne doit être réservée que pour le sommeil et l'intimité. Une salle de sport. Pas une salle de sport. Et pas une salle de visionnage, pas du cinéma non plus, pas de télévision, pas d'écran, etc. Donc, arrêt complet du smartphone, au moins 1 heure. Hein. L'idée aussi, c'est de pouvoir avoir une chambre à température régulée, la plus basse possible, parce que la chimie du corps fait qu'à un moment donné, vous baissez aussi en température au moment de la nuit et vous endormirez beaucoup plus facilement si vous êtes dans un environnement plutôt frais. Donc, on ne va pas vers les meilleures périodes mais, pour le sommeil, mais bon. Voilà. Et éviter aussi, comme disait Laetitia tout à l'heure, tout ce qui est excitant, l'alcool, le café après 16 heures.
le café a des actions 5 heures après la dernière absorption. D'accord. Donc, vous buvez un café à 18 heures, 20 heures, enfin, c'est assez compliqué derrière. Et en cas de réveil nocturne, si vous n'arrivez pas à vous endormir dans les 20 minutes qui suivent, si vous avez l'impression de tourner viré, bah, mieux vaut se lever, marcher un petit peu, boire un coup, Peut-être ressentir un peu la fatigue et donc se recoucher. c'est ça. Reprendre une petite page de lecture et puis de se rendormir. Voilà, en tout cas, le sommeil, un pilier fondamental à ne pas négliger, surtout quand on est chef d'entreprise. Du coup, c'est toi, il te faut combien de temps à la fin pour ce que tu veux faire? Bah, il faudra 4-5 minutes, mais. Il m'en reste 5. Non, alors vas-y, vas-y. Moi, je vais aller assez rapidement, parce que du coup, là, on a détaillé quand même beaucoup de choses sur à la fois le stress, la santé mentale, le sommeil, l'environnement, enfin l'importance de tout ce qui se passe dans vos vies au quotidien. Ce qui est important, c'est aussi de savoir ce qui se passe dans votre corps, puisque du coup, il y a plein de choses où quand on se dit en bonne santé, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de maladie déclarée actuellement. Ça ne veut pas dire que tous les équilibres sont présents. Et donc, ce qu'on essaie de chercher aujourd'hui et ce qu'on arrive assez bien à faire, c'est d'aller voir en fait si vous êtes sur ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, en fait, une inflammation du corps qui est à bas bruit, dont on ne perçoit rien et qui en fait fait le lit de beaucoup de pathologies cardiovasculaires, métaboliques, santé mentale également. Donc ça, c'est des choses que maintenant on sait aller chercher. Peut-être. Pour les pathologies? Oui. Bah après, c'est les plus connus, hein, c'est l'infarctus, l'AVC, le diabète, l'Alzheimer, enfin, toutes ces maladies qui font peur, le cancer. Alzheimer. Oui, Alzheimer, c'est une pathologie inflammatoire. C'est l'inflammation des neurones. Ouais. En fait, c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que c'est pas quand on est malade qu'il faut s'en occuper, c'est avant. Et en fait, on sait faire vraiment plein de choses pour savoir où est-ce que vous en êtes au niveau hormonal, au niveau nutritionnel, micronutritionnel. Le stress, c'est quelque chose qui obstine l'organisme. Et ça, c'est vraiment quelque chose une chose contre laquelle il faut essayer de lutter au maximum. Je vois des visages qui acquiescent. Boire du vin rouge pour désoxyder. Alors, non, Là, c'est 16 heures, elle a dit. Polyphénol. Toute la journée. Il est polyphénol, il faut les Oui, alors ça, c'est le mythe français. Non. C'est le lobbying viticole. Par contre, c'est manger. Ah, avec le roquefort, c'est très bon. En fait, ce qui est bien à retenir, c'est qu'il y aura dans tous les cas jamais de réponse miracle, que tout est toujours plus complexe que ce qu'on imagine, puisque tout est vraiment lié, imbriqué, dépend de vous. On parle de génétique, d'épigénétique. Enfin, en fait, il y a vous et pas un ensemble de personnes avec une vérité universelle. Et l'important, c'est de prendre le temps de creuser tout ça. Je veux bien. Je voulais juste vous dire un petit mot des neurotransmetteurs. On en entend énormément parler, dopamine, sérotonine, acétylcholine, GABA. En vrai, il en existe plus d'une centaine. Je ne vais pas détailler du tout. Il y a un livre qui est assez intéressant du docteur Eric Braverman qui s'appelle Un cerveau à 100%. Dans une interview, c'est rigolo ce qu'il disait. Il a expliqué qu'on avait fait une grande découverte médicale, c'est que la tête était attachée au corps. Attends. Sauf pour Louis Célé. Voilà. Mais donc, vouloir compartimenter santé physique, santé mentale, santé personnelle, santé au travail, c'est, à mon avis, pas forcément la bonne réponse. Il y en a qu'une, enfin, santé, on n'en a qu'une. Voilà, peu importe où on se trouve, que ce soit sa tête, son corps. Et donc, les neurotransmetteurs, par exemple, si je prends la sérotonine, c'est le plus connu. C'est le déficit de ce neurotransmetteur qui vous emmène en dépression. La réponse médicale, c'est en général des antidépresseurs. Voilà. Elle sert à réguler l'humeur, l'anxiété, le sommeil, la douleur, différentes choses. La première chose à aller souvent chercher, c'est que la sérotonine, le corps, il ne la fabrique pas avec rien du tout. Et on a besoin de manger quelque chose dans notre alimentation qui est un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. On ne le trouve pas dans tout et on ne le trouve pas en quantité suffisante dans tout.
Donc, moi, j'ai eu des patients qui étaient sous antidépresseurs depuis des années, simplement parce qu'en fait, on n'avait pas cherché plus loin que ça. Et l'autre chose qu'on commence à beaucoup étudier, c'est le microbiote intestinal. Vous avez peut-être aussi beaucoup entendu parler. C'est qu'on sait maintenant qu'il y a beaucoup plus de messages qui vont de l'intestin au cerveau que l'inverse. Finalement, le cerveau ne serait donc pas le vrai chef, mais plutôt l'exécutant de ce qu'on veut bien lui donner, et il fait avec ce qu'il a aussi. Et le microbiote, il a été énormément impacté et modifié négativement ces dernières années. Et ça va peut-être répondre en partie à votre question tout à l'heure. C'est que depuis les années 50, par exemple, les microbiotes sont énormément abîmés par l'environnement, les traitements médicamenteux, les polluants, toutes ces choses. Les additifs Oui, aussi. dans l'alimentation. Et d'une manière générale, ce qu'on appelle la Western Diet, des aliments ultra transformés. Et ça, c'est une question qui se posait jamais avant. Voilà. C'était un aliment, on le consomme, il avait été récolté dans le champ d'à côté. Brut. Aujourd'hui, on n'est plus sur du brut, on est sur l'ultra-transformation qui crée une catastrophe, dont l'obésité et donc toutes les... un enchaînement, un cercle vicieux. Ça dépend de son rythme. Oui, mais aujourd'hui, on a une alimentation qui est aujourd'hui trop riche en aliments ultra-transformés en général. Et d'une manière générale, même ceux qui pensent faire au mieux, en fait, on a aussi épuisé énormément les sols. Et en fait, à alimentation égale, les nutriments sont plus les mêmes. Et ça, en fait, il faut quand même en avoir conscience. En fait, on le subit. C'est une réalité. Un traitement antibiotique a des effets encore des années après sur le microbiote. Et on héberge parfois des flores, en fait, des bactéries qui vont finalement consommer, par exemple, le tryptophane dont on aurait besoin pour fabriquer la sérotonine. Et la sérotonine, elle devient le soir de la mélatonine. Donc forcément, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas, vous ruminez, vous allez mal, le lendemain, vous n'avez plus envie. Cercle vicieux, tout va mal, vous n'avez plus envie de sortir, plus envie d'avoir une vie sociale. Donc, le message du jour, c'est vraiment de vous dire que c'est complexe, mais il y a des choses à aller explorer, il y a des choses à faire, à corriger avant de traiter une pathologie. Le tout, c'est d'avoir envie de se pencher sur la question. Et le tryptophane, on en trouve c'est essentiellement les œufs, les viandes, les noix, les bananes. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Les compléments alimentaires et les compléments alimentaires. Oui, les compléments, mais là, je parle d'alimentation. L'assiette, c'est un petit peu. Oui, avec les copains, on a besoin de très Oui, mais nous, complémentaires, on fait nous jamais sans dosage. Ouais. C'est là. En fait, il y a un mot que moi j'ai retenu par Bruno qui disait il faut se créer une routine du sommeil. Et en fait, c'est ça l'important. L'important, c'est se créer des routines. Et c'est des petites routines qui font qu'on travaille sur la prévention santé. C'est ça. C'est bien. Et que dans tous les cas, tout le temps que vous allez prendre maintenant pour prendre le temps d'aller bien, c'est effectivement tous les arrêts forcés qui vont être arrêtés par la suite. Alors, ça peut sembler pénible, je verrai plus tard, quand je serai vieux, je dormirai quand je serai mort. J'ai eu beaucoup de phrases comme ça. De toute façon, je n'ai pas le temps. Il faut payer les factures. Je fais ça à la retraite. Oui, donc là, à la retraite, c'est là où vous allez déclencher les pathologies de votre retraite, même si vous avez, imaginons, vous avez super bien travaillé, bien vendu votre boîte. À la retraite, vous n'en profiterez pas. Et effectivement, tout ce qui va être sur burn-out, les troubles digestifs, tout ce qui est la fatigue, je suis fatiguée. Je suis fatiguée tout le temps, que c'est devenu normal. Ça, c'est pareil, non, ce n'est pas normal d'être fatigué. Les troubles cardio-métaboliques et après les pathologies neurodégénératives. Donc, ce n'est pas non plus normal de chercher ses mots, d'oublier, de ne pas avoir les idées claires. C'est systématiquement à questionner. Voilà. Prendre le temps d'aller bien, c'est le coup de s'arrêter. C'est pas mal ça. Oui. Et de la même façon, ceux qui ne se mesurent pas, ne se pilotent pas, je ne sais pas si c'est des comptables, des gérants. En fait, vous n'imagineriez pas faire avancer votre entreprise sans indicateur, sans savoir où en est votre trésorerie, votre chiffre d'affaires. Et en fait, c'est exactement ce que vous faites pour votre santé. D'une manière générale, c'est je gère, ça va. Voilà. Donc, prendre le temps de se faire accompagner, d'aller questionner, finalement, de ne pas juste attendre d'être un patient qui subit. Il faut qu'on a annoncé un diagnostic. Ça, c'est la clé.
Et je vais prendre 1 minute juste pour vous donner un exemple, puisque du coup, chez STEP, on accompagne uniquement des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise sur un format tout inclus et confidentiel. Et ça, c'est un exemple typique qui revient souvent, hein. Là, c'était une femme de 42 ans, dirigeante d'une entreprise, donc elle travaille beaucoup, mais en même temps, ce qu'elle fait, ça lui plaît vraiment. Donc ça, c'est un... Ça fait beaucoup. Là. Finalement, dans son cas, c'était pas le plus gros problème. Voilà. Elle m'a dit, Aurélie, je suis fatiguée. Du coup, des fois, je pleure quand je fais plaisir aux autres. Donc, elle était vraiment dans le je fais plaisir, je réponds aux clients, moi, on verra après. Voilà. Donc, les clients étaient ravis. Voilà. Sur le bilan médical, tout est normal. Et pour autant, on a creusé un petit peu plus loin sur des analyses de biologie qui commencent à bien se faire maintenant. Et en fait, cette personne, elle avait un cortisol totalement effondré le matin. Donc, elle commençait à avoir beaucoup de mal à se lever, à dire encore une journée. Voilà, ça va être dur. La vitamine D. Le soleil? Ouais, mais alors, est-ce que vous pensez que ça peut être suffisant? Non. Non. Surtout dans l'air. Pas ici. Ce sera pas ici. Pas en vivant, pas en travaillant à l'intérieur d'un bureau et pas dans cette région. Ça, c'est Bien sûr, c'est la vitamine D prime. Ah oui, ben voilà. Et bien justement, c'est la vitamine de l'immunité. Et alors, elle a été classée vitamine, on pourrait la classer hormone, ils ne sont plus tout à fait d'accord, tellement elle sert à plein de choses. Mais en premier, retenez immunité morale. Et la deuxième chose à retenir, c'est que vous êtes forcément en carence, plus ou moins grave. Voilà. Et après, cette personne, elle était aussi carencée en différentes choses, hein, le magnésium, le zinc, la B9, la B12. Donc ça expliquait aussi pourquoi elle était irritable, pourquoi elle dormait mal. Elle avait une dysbiose intestinale, c'est pareil. Donc, en fait, il y avait un début d'inflammation et les bactéries de son microbiote consommaient aussi les choses dont elle avait besoin pour fabriquer dopamine, sérotonine et autre chose. Dysbiose, c'est quoi? Donc, c'est une. C'est quand c'est une pas. inflammation, c'est quoi? Ouais, en fait, dysbiose, c'est quand c'est pas. Ouais, c'est Dysfonctionnel. dysfonctionnel. C'est-à-dire qu'au niveau biologique, dans l'équilibre de sa flore intestinale, c'était déséquilibré. Voilà. En fait, elle n'hébergeait pas forcément les bactéries qui lui étaient le plus favorables. Voilà. Et elle, finalement, elle imaginait que c'était uniquement psychologique et uniquement dans sa tête. Hein. Je suis faible, je pleure, je ne mets pas de coup de pied aux fesses, ça ira mieux demain. Bouge-toi ma grande, en gros. Et en fait, non. Enfin, elle pouvait continuer comme ça très longtemps. Ou pas. Bah, ou pas dans son cas, parce que ça aurait pu mal finir. Voilà, donc là, Tu voulais dire un mot d'activité? oui. Donc, vous voyez, Ouais. alors plutôt que parler de sport, Ouais. effectivement, et plutôt que quand vous avez une activité de chef d'entreprise et le week-end, vous dites, j'ai pas fait de sport cette semaine, donc je vais me cramer, Marathon, je sais pas trop forcément. Encore plus sommeil. voilà, à faire trop de sport. Donc en fait, l'idée, c'est de trouver l'équilibre, parce que le vrai danger, c'est la sédentarité, c'est la chaise. Hein, donc tout ce qui nous mobilise devant un écran toute la journée, ça c'est le vrai danger. Donc plutôt que de parler du sport, si on peut en faire, tant mieux, mais c'est au moins d'avoir une activité physique régulière, de bouger 20-30 minutes par jour à minima. Voilà, on marche davantage, on prend les escaliers plutôt que l'ascenseur, effectivement. Donc, on peut aussi imaginer que dans l'entreprise, c'est peut-être un tabou, mais quand on arrive dans l'entreprise, on peut se préparer physiquement à faire sa journée. Et préparer physiquement, ça peut être se créer une routine d'éveil musculaire avec un travail au niveau de la rotation des épaules, au niveau des poignets, au niveau des coudes. Donc, s'échauffer, se mettre en condition par des petits exercices qui ne durent pas très longtemps, en 5-10 minutes, vous êtes prêt et vous êtes prêt psychiquement aussi. C'est-à-dire que vous avez développé un petit peu d'énergie dans le corps, vous avez oxygéné, et là, vous êtes prêt, vous allez être concentré sur votre tâche. Donc, le sport en entreprise, enfin l'activité en entreprise, moi je milite beaucoup pour ça parce que c'est aussi le gage d'une bonne santé. Hein, donc, on est bien dans sa tête, bien dans son corps, et le fait de bouger, bah, ça, voilà, ça vous met dans un état, dans une humeur qui est plutôt positive, de manière à affronter votre journée et d'être
un mood plutôt positif et joyeux qui va vous faire performer, quoi. Le sport, on peut le faire le matin, même si c'est pas forcément des étirements. Là, si on fait du sport un peu plus physique, Alors, plutôt le matin. surtout pas trop tard le soir, mais on peut le faire à tout moment de la journée. C'est pour ça qu'on peut se faire des petites routines. Je ne sais pas si tu parles en entreprise ou pas, ou de manière générale. Ouais, non. Bah, de manière générale, tu peux faire du sport quand tu veux, hein. Après, il faut juste trouver la limite parce que le rythme va être Ça élevé empêche de dormir, je crois. et ça va empêcher de dormir, potentiellement. Mais si tu arrêtes à 20h, 21h maximum, après, tu peux voilà, reprendre, te coucher tranquillement à 23h et puis tout va bien. Voilà, donc ça améliore l'humeur et la concentration au travail. Donc c'est plutôt bien de faire de l'exercice dans la mesure du possible. Je pense qu'on arrive vers la fin. On voulait aussi mettre que vous n'êtes pas seulement un corps et un esprit, vous n'êtes pas seulement dans le mental. Ce qui fait la complétude d'un être humain, finalement, c'est il y a plusieurs dimensions. Il y a également la dimension sociale. Donc, l'être humain est un animal social. L'être humain a besoin d'interaction avec les autres. Il a besoin de faire le point aussi avec lui-même. Donc, le fait d'avoir des interactions, ça participe à votre santé. Hein, donc, la dimension spirituelle aussi, on pourrait en parler sans parler de valeurs, religion, etc. Mais c'est qu'est-ce qui me guide dans la vie? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Quelle est ma mission? Quelle est ma motivation? Voilà. Et tout ça, ça va vous mettre dans un flow qui va conduire vers la performance, la réalisation de qui vous êtes vraiment. Voilà, donc pour résumer, hein, les équilibres se jouent à plusieurs niveaux. Le corps, on peut éviter quelques tensions avec des exercices psychocorporels, notamment ce qu'on peut faire en sophrologie. L'alimentation est aussi un vecteur important de santé, parce que vous avez certains aliments qui sont pro-inflammatoires. Donc, on va éviter tout ce qui est oméga 6, privilégier plutôt les oméga 3. Hein, donc, c'est des huiles que l'on trouve dans les poissons. Oméga 3, Ouais. petit poisson, Petit eau froide, Voilà. sardines macro. Ouais, et C'est ça. biologique. Voilà, donc le sommeil, privilégier le sommeil, un vrai pilier de votre santé, et écouter davantage ces rythmes chronobiologiques, ses besoins en eau, donc s'hydrater assez souvent, voilà, respirer, prendre le temps de se lever, marcher, sortir, aller à l'air libre, ne pas être enfermé dans son bureau toute la journée, se reposer, faire des siestes. Là encore, la sieste est dans beaucoup d'entreprises un tabou. Pourquoi on ne ferait pas la sieste en entreprise? Une sieste de 10 minutes, ça va vous faire récupérer et c'est potentiellement très très bon pour la concentration et donc pour travailler encore mieux l'après-midi. Donc évidemment, on n'est pas sur des siestes royales d'1 heure et demie, hein, mais 15-20 minutes de sieste, c'est aussi, ça a des effets prolongés pendant 5 heures et ça a été prouvé. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Est-ce que vous avez quelques questions complémentaires? Virginie, je connais des questions. Alors, moi, j'ai une Je voulais savoir comment tu mesurais tout ce qui était cheveux hormonal, la sérotonine, trucs comme ça. Quelle est la forme de ce bilan? C'est pas sanguin, si j'ai bien compris. Non, ça s'appelle de la biologie fonctionnelle. Ça, c'est l'info que vous pourrez chercher. Et en fait, ça va chercher justement toutes ces. En fait, le système de santé français, il est curatif. C'est-à-dire qu'on veut savoir si vous avez une maladie. Et pareil, dans les études des professionnels de santé, on apprend le fonctionnement du corps, les maladies, les médicaments, les traitements. Là, c'est quelque chose qui va chercher plus loin et qui est capable effectivement d'aller doser. Alors, il y en a un panel énorme et on choisit à chaque fois, mais en général, c'est sanguin. Sanguin. Parfois urinaire, le cortisol, ça peut être salivaire. Voilà. Mais J'avais cru que c'était pas sanguin, du coup, je comprenais pas comment. Tu fais une prise de sang et tu demandes à une. Alors, il y a très peu de médecins qui sont formés à la médecine fonctionnelle. Il faut trouver le bon professionnel ou alors il faut m'appeler. Il y en a, j'en trouve un, mais ouais. Ouais, voilà. Non, les médecins commencent à se former à ce sujet, mais ils sont très peu nombreux.
Le tout, c'est de trouver le bon. Et les pharmaciens qui sont aussi formés à ça, des professionnels de santé qui se forment. Ce n'est pas tous les labos qui le font non plus. Et notre très cher assurance maladie ne le rembourse pas. Voilà. Mais un bilan comme ça coûte combien? Oh, parce que pas donner de prix, ça peut aller de 100 à 1000 euros. Enfin, ça dépend ce qu'on met dedans. Voilà. D'autres questions, peut-être Gilles, tu dors? J'ai posé à la question. Non. Virginie. Toujours pas. Toujours pas. Si, moi, je voudrais, c'est plus un, comment je dirais, un commentaire par rapport à tout ce qui a été présenté. On a quand même, moi, j'ai une sensation quand même qu'il y avait beaucoup d'approches, on va dire, quasi mécaniques. Voilà, le corps humain réagit à un stress, etc. Moi, je pose quand même toujours la question du sujet. Qui est l'individu? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qui se traverse? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tout ne peut pas se régler sur, je dirais, des bilans sanguins, etc. En fait, je parle plutôt d'approche holistique, donc un peu plus peut-être globale. Et moi, j'ai un petit peu aussi du mal avec des injonctions. J'ai pas forcément envie de pas boire mon verre le soir. J'ai pas forcément envie de faire des étirements. Et on parlait justement de la difficulté qu'on peut avoir des fois en se mettant soi-même la pression, j'ai ça à faire, et en plus je me dis, ah mince, il faut que je fasse ma respiration. Donc voilà, j'ai eu tout ce que vous avez présenté, j'ai trouvé ça super bien dans le sens où ça apporte plein d'éléments. Par contre, je relativiserai par rapport au fait que le sujet est pour moi important, l'individu. Pas que la mécanique autour de l'individu, voilà. Mais c'était mon ressenti en tout cas sur la présentation de ce matin. Merci pour le partage. merci. Merci. D'autres questions? Alors, je vais vous donner un dernier exercice bonus. C'est un exercice qui permet qui s'appelle l'IRTER et qui est un exercice de tension et de relâchement qui permet de trouver un temps de détente, en tout cas, c'est un exercice psychocorporel où on utilise la respiration, mais on utilise aussi la tension musculaire pour aller rechercher ensuite la détente musculaire. Ok, donc si vous êtes d'accord, on peut le pratiquer plutôt en position debout. Donc c'est un exercice que je fais beaucoup dans les arts martiaux, qui permet par exemple, avant de faire un kata, d'être focus d'être détendu pour avoir le maximum d'efficacité possible. Donc cet exercice, il est très simple, il consiste en une inspiration. Ensuite, on va retenir cette respiration quelques secondes avant de relâcher. OK? Donc là, on va faire une inspiration avec contraction musculaire, donc de tout le corps. Donc un pas en avant, vous allez faire. Et là, on inspire et on va contracter tout ce qu'on peut, la tête, les épaules, les bras. Et quand vous ne tenez plus, vous soufflez. OK? En ce moment. Pas trop de muscles, toi, chez toi, t'es pas trop équipé. La balance. Pas bien occupé. Ok. Mais il y a un Allez. maximum parce que Parce que toi, tu es en apnée. On n'est pas prêt. Ah bah, c'est à votre discrétion. Vous inspirez, tension, et au moment où vous ne pouvez plus tenir, vous relâchez Ok, en déverrouillant les genoux. Gilles, debout. Virginie, Axel, on ne voit pas. Très bien. La brioche dorée. Ok. Donc une deuxième fois, j'inspire. Contraction. Et je relâche. La contraction, elle n'est pas obligée d'être violente, hein. Vous pouvez faire une contraction douce, mais l'idée, après, c'est de Bien des contractions. Une troisième fois. Et là, on ferme les yeux et on observe qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est pareil.
Est-ce que j'avais des tensions? Est-ce que là, je peux les sentir dénouées? En fait, j'invite à faire cet exercice assez souvent, surtout en période de stress où on a un peu le diaphragme bloqué. Je crois qu'il s'est bloqué. Donc, prendre une grosse inspiration, contracter et relâcher. Il est bloqué. Ça va? En tout cas, merci à tout le monde. Merci au président. Merci à tous ceux qui ont pu nous suivre du côté du sud du département. Merci à vous tous. Attends, regarde les coordonnées, là, j'ai fait de côté. Et donc ensuite, on est à votre disposition si vous avez des éléments, des questions complémentaires à nous poser. On est à votre écoute. Merci beaucoup, je dois vous laisser. Bonne fin de journée. Merci. Ciao. Bon week-end. Merci. Je fais un petit photo de groupe si vous voulez. Ah oui, oui, avec plaisir, oui. Merci Gilles, à À bientôt. bientôt les filles. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao, merci. Alors, attends, là, suspendre l'enregistrement.